TF1 accuse Canal+ d'avoir repris la structure de sa plateforme TF1+. On en parle tout de suite avec mon invité, Anne-Marie Pecoraro, associée chez UGGC Avocat. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va revenir sur ce contentieux entre TF1 et Canal+. De quoi s'agit-il ? C'est un contentieux qui a connu plusieurs étapes sur lesquelles on va peut-être revenir, mais le dernier rebondissement, c'est qu'en mai 2024, Canal+ a ouvert un service de streaming très complet, TV+, qui comprenait les chaînes de TF1. Ce qui a eu pour résultat que, voici plusieurs mois en 2024, TF1 a assigné Canal+, ce qui a donné lieu à une ordonnance de juillet 2025, une ordonnance de mise en état qui commence à clarifier l'affaire. Alors, que reproche TF1 à Canal+? Canal+ a repris les programmes de TF1 comme un distributeur sur cette plateforme. Et selon TF1, la reprise finalement viole les accords de distribution entre les deux parties, car ça excéderait les droits de distribution qu'aurait Canal+, notamment liés au fait que la plateforme est bon marché et elle peut être considérée low cost. En second lieu, TF1 tire argument du fait que les programmes sont toujours distribués au Royaume-Uni, alors que, selon l'interprétation qu'on peut faire du contrat, le Royaume-Uni ayant quitté l'Union européenne depuis le Brexit, TF1 considère que le Royaume-Uni n'est plus dans le scope. Donc là, on est sur la distribution des programmes en dehors de la compréhension que TF1 a de son contrat de distribution. D'accord. Et TF1 reproche également l'utilisation des marques du groupe TF1 sur la nouvelle plateforme. Et donc l'ordonnance de mise en état a déjà pris position sur la notion de parasitisme. Ça, on peut peut-être l'expliquer encore un petit peu plus. Justement, sur la notion de parasitisme, d'abord, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que le parasitisme pour les téléspectateurs qui ne connaisseraient pas cette notion ? Quand on attaque quelqu'un, on doit choisir entre se fonder sur un contrat, ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle, ou se fonder sur une activité qui va porter atteinte à quelqu'un, en dehors d'un contrat. C'est la responsabilité délictuelle. À l'intérieur de ça, il y a la notion de parasitisme qui, comme son nom l'indique, ça consiste finalement à tirer parti et profit des investissements, des avoirs, des biens, du travail d'une autre personne sans le rémunérer. Alors un exemple célèbre, c'est quand un format, un concept d'émission de télévision n'est pas protégé par le droit d'auteur, mais quand même il a été développé en licence, il a donné lieu à des chiffres d'affaires, etc. Ben, quand on le pille, entre guillemets, on va dire, vous n'étiez pas protégé ni par un contrat ni par un droit d'auteur, mais il y a cette notion de parasitisme qui permet finalement, si certaines conditions sont réunies, de caractériser ce qu'on peut appeler plus simplement un pillage. Et là, dans le cas de TF1 par rapport à Canal+, comment se constitue le parasitisme ? Alors, le parasitisme, justement, a été écarté dans ce cas précis par le juge dès le début des décisions dans cette affaire. Pourquoi ? Pour une raison juridique, qui est que le juge a considéré que comme il y avait justement des accords de distribution et des contrats entre les parties, le juge a dit, écoutez, si vous avez un contrat, plaidez sur le contrat. N'allez pas chercher cette notion de parasitisme, ce serait plus si, entre deux plateformes, il y a vraiment un abus de la copie, des ressemblances, de l'utilisation des données d'autrui, etc. Mais là, vous avez un contrat. Alors, plaidez sur le contrat. 2, vous avez quand même la notion de propriété intellectuelle. Est-ce qu'il y a eu contrefaçon, ce qui est une autre notion. Alors justement, venons-en à la contrefaçon. Est-ce qu'il y a des éléments de contrefaçon dans ce contentieux ? Oui. Selon TF1, il y aurait contrefaçon des marques de TF1, puisqu'elles sont mises en valeur et en avant sur la plateforme de Canal+. Mais le deuxième sujet, c'est la notion de droit voisin. En termes de contrefaçon, entre deux plateformes de streaming, on pourrait s'intéresser à beaucoup de choses. À l'aspect général, aux droits d'auteur, aux droits attachés aux bases de données. Ici, on s'attache à la partie de la propriété littéraire et artistique qui est le droit voisin du télédiffuseur. C'est-à-dire que TF1 reproche à Canal+, et ça le juge va l'examiner, et ce qui va être une décision relativement innovante, reproche à Canal+, d'exploiter ses droits voisins sans autorisation, en dehors de l'autorisation. Et je précise qu'on aurait pu se dire, mais pourquoi est-ce que ça
ils ne le voient pas dans le cadre de la plaidoirie sur le contrat. Parce qu'en réalité, la jurisprudence considère que quand on a un contrat, on ne va pas chercher le parasitisme, mais en revanche, on a toujours le droit de plaider sur la contrefaçon. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de droit d'auteur, par exemple, dans ce dossier? Je pense que dans ce dossier-là, le dossier n'est pas axé sur les questions de droit d'auteur relatifs à la plateforme. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Mais en réalité, ce dossier-là, c'est la problématique économique, c'est la valorisation finalement de la TNT. On n'est pas sur vraiment la logique du droit d'auteur. On est sur une logique qui avait commencé quand vous vous souvenez, une négociation entre Canal+ et TF1 entre 2018 et 2022 avait abouti à la crise de l'écran noir. C'est-à-dire que comme les parties ne se mettaient pas d'accord sur le prix que Canal+ devait rémunérer TF1, Canal+ était allé jusqu'à couper le signal, jusqu'à ce que les parties se mettent d'accord. Mais la problématique qui revient dans ce dossier, c'est réellement les investissements de TF1, la valeur de TF1, qui est une TNT, qui est une chaîne gratuite, mais qui génère aussi un gros potentiel publicitaire. Comment est-ce qu'on va valoriser ça quand c'est repris dans des conditions que TF1 n'estime pas suffisamment valorisées par son concurrent? Quelles sont les chances de succès de TF1 selon vous? Alors, la précédente affaire que je viens de mentionner, c'était terminé par une transaction. Et cette fois-ci, on est de nouveau sur quelque chose qui est très, très innovant. Je crois que c'est difficile. Je ne pense pas que c'est à moins d'être pour l'une ou l'autre des parties, je ne pense pas qu'on puisse raisonnablement prendre vraiment un pronostic sur cette affaire. Sur l'aspect principal, ne serait-ce qu'en raison de la nouveauté, non seulement du débat juridique sur les droits voisins dans ce contexte, mais aussi des outils qui sont en cause. Et je dirais qu'on ne peut pas vraiment prédire comment les juges décideront de l'avenir de la valorisation et de la monétisation de la TNT sur des plateformes complètement nouvelles. Est-ce qu'il y a des moyens de sécuriser les contenus sur les plateformes et même la structure de la plateforme? La structure de la plateforme, en réalité, beaucoup de plateformes sont relativement fonctionnelles avec des outils récurrents. Donc si on passe sur ce sujet de est-ce qu'une plateforme, un streamer peut protéger les éléments de sa plateforme contre la copie, la ressemblance, justement du parasitisme, etc. On peut de toute façon protéger des éléments individuels. Et à titre anecdotique, vous serez intéressé de savoir que le bruit qui caractérise l'ouverture de Netflix, par exemple, est protégé comme marque. D'accord. L'apparence générale peut être protégée par du design, justement, des codes couleurs, etc. Mais le caractère fonctionnel, ce sont les éléments séparés plutôt d'une plateforme. Par exemple, sa base de données va être protégée au titre du producteur de base de données. Donc, ça fait partie de ces objets protégés qui, justement, sont difficiles à protéger, pas nécessairement original au sens du droit d'auteur, mais les éléments séparés peuvent l'être. Et voilà, de toute façon, la propriété intellectuelle ne protégera pas des éléments qui sont totalement fonctionnels. On va conclure là-dessus. Merci Anne-Marie Pecoraro. Je rappelle que vous êtes associée chez UGGC Avocats. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.